Je vais commencer par parler de vous. Pour vous remercier d'être ici aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir pris le risque de changer. Je vous remercie surtout de ce que vous allez faire, car vous pouvez beaucoup plus que vous ne le croyez vous-même. C'est un moment de l'histoire qui l'exige, et vous pouvez, en vous engager pour combattre la contre-révolution néolibérale autoritaire. C'est une contre-révolution libérale autoritaire en cours dans notre pays. On peut dire le mariage de Paul Ricoeur et de Jeff Bezos. Si vous voyez ce que peut être ce couple. Pour combattre la dictature financière destructrice et la contre-culture géopolitique qui règne dans le monde. Pour combattre ce monde où l'argent sert l'image et l'image sert l'argent, cette société civile gérée par la City et Wall Street, avec ces quelques dizaines de milliers de multimilliardaires et ces centaines de milliers de milliardaires dans le monde, formant réseau jusqu'à la présidence des États. Dans ce monde, comme sur les écrans des traders, tout marche sur un rythme court, nourri d'émotions, de pulsions, sur un fond de peur. Peur du prochain, peur du voisin, peur du lendemain, peur de l'étranger, peur de se faire prendre sa place. Une angoisse qui, en se répandant, une angoisse sourde mais constante, une angoisse qui contribue à dépolitiser les débats. Car la peur, toujours, paralyse la pensée. Si vous êtes ici, c'est pour combattre cette peur dans le monde, chez l'autre et en vous-même, en inspirant tous à se libérer tous d'une occupation financière de leur environnement et d'une occupation culturelle de l'esprit. Si vous êtes ici, c'est pour penser et surtout pour faire penser. Sortir de la dictature financière et culturelle qui dissout le collectif et réduit chacun à un combat particulier, à sa survie, à son ego. Notre mission est de reconstruire le collectif, pas avec l'acquis du passé, mais avec l'imagination créatrice de ceux qui ont, dans le passé, pu rendre notre présent possible. Ils sont parmi nous parce que vous êtes ici. Il n'est pas de repli national ou local, il n'est pas de repli qui ramène au passé. Contre l'empire de l'argent roi, c'est notre imagination créatrice, inspirée par l'imagination créatrice de nos prédécesseurs. C'est cette imagination créatrice que nous devons tous mobiliser. La pensée, pas les effets de tribune, pas l'agitation publique narcissique, que ce soit en manche de chemise ou au PNIX. La pensée, inspirant l'action pour répondre à la demande d'altruisme, de générosité de ceux qui ont peur et qui souffrent, la pensée pour répondre à l'exigence du bien commun et aux générations futures. Parole, parole, disons certains. Non, car la politique est devenue comme un chien tapi dans un coin sombre. Si vous ne le suivez plus du regard, si vous n'intervenez pas sur elle, la politique vous sautera à la gorge. Si vous ne voulez pas que la haine et la peur passent par vous, si vous ne voulez pas être abaissé par la hargne, la rogne et la grogne, ou pire encore, par la distraction
et la séduction. Si vous ne voulez pas cela, vous devez agir pour le bien d'autrui, pour le bien commun. C'est votre raison d'être ici, mais l'engagement est comme l'amour. S'il la tient à pallier, il disparaît. Il disparaît plus ou moins rapidement. Je sais, vous vous plaindrez, pour certains, de l'état dans lequel se trouve le peuple, ou les peuples. Mais si le peuple se trouvait en bon état, on n'aurait pas besoin de vous. Nous n'aurons pas de raison d'être. Le peuple n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est une force qui mérite justice. Notre tâche est d'élever son niveau de conscience politique, artistique, culturelle, non par de belles paroles, mais en donnant l'exemple par notre combat. Comme chaque jour, dans la rue, au téléphone, sur nos écrans, je trouve une demande d'explication et aussi une recherche d'engagement, une recherche de l'estime de soi à laquelle nous devons répondre. C'est cela la politique, répondre pour élever le caractère de l'autre et en même temps, évidemment, de soi-même. Vous pouvez beaucoup plus que nous le croyons, que vous ne le croyez vous-même, car la peur engendre aujourd'hui aussi une attente. La peur veut être surmontée lorsqu'on est un être humain, en particulier chez les plus audacieux et aussi les jeunes. Pour libérer cette attente, il faut d'abord déverrouiller notre pays et notre monde. Chaque étape de ce déverrouillage suscitant l'enthousiasme, la joie d'y parvenir, à condition évidemment que ce soit une dynamique cohérente. Déverrouillage de la dictature financière d'abord. C'est notre combat aujourd'hui, notre combat pour couper les banques en deux, comme nous l'avons dit depuis longtemps, pour libérer les fonctions utiles, la gestion du dépôt et du crédit, pour libérer ces fonctions utiles du pillage financier. Nos gouvernements de droite et de gauche ont livré ces fonctions utiles aux prédateurs, avec la collaboration active des bureaucrates européens, ce que d'autres ont appelé le viol d'Europe, sa soumission à la prédation financière, baptisée libéralisation, et au pillage commercial, rebaptisé libre-échange. Nous avons rédigé en 2012 un projet de loi sur la réforme bancaire. M. Macron s'y intéressait alors, comme on sait, je l'ai rencontré à l'Élysée, il s'y intéressait avant d'avoir fait ensuite le jeu de Silicon Valley et des grandes banques, des mégabanques. Et ce fut la fausse loi de séparation bancaire de François Hollande, la trahison de la promesse du Bourget, et aussi de la promesse qu'il avait faite par écrit à Arnaud Montebourg en octobre 2011. Aujourd'hui, nous revenons à la charge. M. Macron est président de la République, il n'a plus aucune excuse. Battez-vous à fond pour notre pétition. Battez-vous à fond, car on peut l'emporter dans les circonstances actuelles. Nous avons reçu des marques d'intérêt des insoumis qui ont proposé même un amendement avec notre texte, rejeté bien entendu par les marcheurs. Un amendement, c'était un amendement à la loi de moralisation de la vie publique. Nicolas Dupont-Aignan, d'autres élus de droite et de gauche ont promis aussi de se mobiliser. Prenons-les au mot. Ne nous félicitons pas de ce qu'ils font. C'est leur devoir. Ils sont élus. Prenons-les au mot. En étant la locomotive, ou plutôt, on dirait aujourd'hui, le jet du convoi, ou la fusée du convoi, d'une résistance offensive. Le but du déverrouillage est de mettre en place un système libéré
de crédit public productif nécessaires pour nourrir toute l'économie en se basant sur des banques reconstituées. Car aujourd'hui, le système bancaire, c'est celui de nos 5 grandes banques, ne prête plus à l'économie et considère les PME comme le risque le plus élevé qu'elles ne prennent que lorsque ces PME sont très riches. Je peux vous citer des dizaines de scandales bancaires. Nous allons bientôt publier une interview très concrète sur le quotidien vécu là-dessus. Alors, il nous faut, après la séparation bancaire, car les banques de dépôt et de crédit ne pourront pas suffire, même reconstituées, à lancer, à engendrer une relance dans les conditions actuelles, il nous faut fondamentalement 3 choses. Une vraie banque nationale, souveraine pour émettre la monnaie crédit pour de grands projets, associée à d'autres banques, d'autres institutions financières dans toute l'Europe et dans le monde. Un pôle de financement national rassemblant les ressources de la Caisse des dépôts et consignations, et l'on sait le débat en cours aujourd'hui à la Caisse des dépôts, les ressources de la Caisse des dépôts et consignations et de la BPI. Et puis enfin, une planification indicative définissant clairement les projets à soutenir en nombre, mais aussi en répartition dans tout le territoire, pour une politique d'aménagement du territoire qui arrête l'assignation actuelle à résidence des Français, ramenant des entreprises partout, au maximum des possibilités, et permettant une mobilité des travailleurs par une vraie politique du logement. C'est la désindustrialisation de masse qui a plombé les comptes de l'État avec l'abandon de notre dette entre les mains des marchés financiers. Déverrouiller, c'est reprendre la main, pas en solitaire, mais en donnant la main aux autres dans une Europe refondée. C'est imposer aux politiques de retrouver leur marge de manœuvre budgétaire et non, comme le gouvernement actuel le fait, imposer une austérité sociale qui ne créera pas d'emploi, qui ne peut pas en créer, car ce sont en réalité les carnets de commandes qui sont vides. Couper les banques en deux signifie donc déverrouiller pour reconstruire. Évidemment, la France ne peut pas agir seule. C'est pourquoi le déverrouillage de notre politique financière doit être accompagné par un déverrouillage de notre politique internationale. Je citerai un seul chiffre aujourd'hui pour montrer le tsunami financier qui vient. Tout le monde le sent, mais donner un chiffre rend les choses plus claires. À l'échelle mondiale, le taux de couverture des investissements financiers, le cash mis en garantie pour prendre des positions, des paris à terme, ce cash est seulement de 10,7% du total, contre 11,5% au plus fort de la bulle d'octobre 2007. Donc les conditions sont pires que celles de 2007-2008. Alors que la norme historique, même dans un système incorporant la spéculation, la norme historique tourne autour de 20%. Les marchés financiers montent sans cesse, les États s'endettent et les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro, et le tout n'engendre pas les moyens de rembourser. Le monde est donc une pyramide de Ponzi vivant de ce qu'on appelait, il y a des années, des effets de cavalerie, c'est-à-dire qu'on signe en sachant bien que le remboursement ne sera pas possible. Seule la peur, ici aussi, entretient la confiance de ceux qui disent, comme Laetitia Bonaparte le disait à son fils Napoléon, « Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure ». On connaît la fin. C'est précisément ce danger, qui est aujourd'hui reconnu par pratiquement tout le monde, qui doit nous permettre de trouver des alliés pour revenir à une politique rationnelle de développement et de justice sociale tout ensemble. Nous voulons sortir du système géopolitique
qui devient perdant-perdant, avec même une diminution constante du nombre de super gagnants, en passant à un ordre basé sur les objectifs communs de l'humanité, un ordre gagnant-gagnant de développement mutuel harmonieux. C'est précisément dans cette direction, sans que tout soit parfait, bien entendu, mais la direction, elle, est claire. C'est dans cette direction qu'est engagée la Chine, avec son système gagnant-gagnant d'investissement dans les infrastructures, les grands projets de développement, les crédits accordés devant être remboursés par l'environnement de croissance créé, la plateforme économique de tous les projets. Ce n'est pas projet par projet que se fait le remboursement, c'est par la plateforme globale, générale de développement économique qu'on crée les ressources qui permettent le remboursement et qui permettent de réinvestir ce remboursement dans des projets encore plus ambitieux. Ce modèle s'étend actuellement au-delà de l'Asie, en Amérique latine, en Afrique, pour constituer le fondement de ce que nous avons toujours défendu, un pont terrestre mondial, avec à l'origine les pays membres des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et aujourd'hui, bien au-delà. À Xiamen étaient présents 5 autres pays qui bientôt se joindront, soit en tant qu'observateurs, soit en tant que membres, à cette nouvelle route de la soie, une ceinture, une route. C'est une perspective à laquelle notre mouvement, et ici, nous autres, de Solidarité et Progrès, travaillons depuis 26 ans, bien avant, je dois dire, le gouvernement chinois. C'est une perspective à laquelle nous travaillons depuis 26 ans, qui donne aujourd'hui sens à notre combat. Il ne s'agit pas d'un système exclusif, mais au contraire inclusif, c'est-à-dire ouvert à tous les pays du monde. Il constitue la matrice d'un nouvel ordre économique et monétaire international qui vise à remettre le financier au service de l'économie réelle. Il est temps. Je viens de retrouver une page dans un vieux magazine, je remets de l'ordre dans mes affaires pour une fois, un vieux magazine datant de 1987, où déjà Michel Rocard mettait en garde contre le monopoly financier destructeur que devenait l'économie mondiale, et où même Raymond Barre dénonçait le découplage entre l'économie physique et l'économie réelle, l'économie monétaire et l'économie réelle. Évidemment, par rapport à ce que sont la Chine et les BRICS, la France est située en Europe. Or, l'Europe s'est trahie. L'Europe a trahi ses sources. Je relis là aussi un éditorial, c'est par voie intéressant de faire une excursion dans le passé. Je relis un éditorial de Yon de Lecoté, qui pourtant n'était pas un extrémiste, du 4 novembre 1993. Je cite. « La monnaie unique, encore fort éloignée, on est en 1993, n'introduit aucune ambition de civilisation. Les États de la communauté ont-ils encore quelque chose à proposer à leurs propres habitants et au reste du monde, dans l'ordre de la justice, du développement, de la paix, de la démocratie et de l'éthique? La réponse, évidemment, est négative. » Yann de Lecoté, 1993. 1993. Depuis, nous avons eu l'euro, sa gouvernance, qui, loin de soutenir les grands projets que nous annonçait Jacques Delors, a été la courroie de transmission du capitalisme financiarisé, mondialisé et dérégulé qui conduit à l'austérité sociale, au blocage de la production et à une guerre de tous contre tous sous l'autorité des marchés, de leurs experts et des soi-disant représentants d'une société civile qui, en fait, est utilisée pour être opposée à la souveraineté légitime des États. Le chômage réel frappe 20% des actifs en moyenne au sein de l'Union européenne, 22% en France, c'est un peu plus,
si l'on considère ceux qui cherchent du travail ou ont arrêté d'en chercher par découragement. Bref, il faut sortir de cette fausse Europe-là et de son régime de faux monnayeurs. Mais ce ne peut être, comme le voudraient certains, comme une chose en soi, comme un saut dans le vide. Il faut refonder l'Europe, comme au sein de l'Europe, il faut refonder le vouloir-vivre de chacun de ceux qui la composent. Cette Europe, notre Europe, doit être une Europe de grands projets dans l'économie physique réelle, protégée par cette monnaie commune de référence dont certains mentionnent l'existence mais ne savent pas expliquer de quoi il s'agit, une monnaie commune de référence et associée à de grands projets d'autres nations. Bref, dans les conditions du XXIe siècle, l'Europe des projets et des patries du plan Fouché de 1962, en tenant compte que le concept même de nation et de souveraineté a changé. Tout change. On ne peut pas démondialiser, tant les productions sont devenues imbriquées dans le monde, mais on doit combattre la mondialisation financière à partir de nations associées pour le service du bien commun. Il ne s'agit pas de repli national ou d'un impossible repli local. Il s'agit de rayonnement national, associant le meilleur de chaque nation. Il faut pour cela arrêter la disparition des fleurons de notre industrie et des leviers de notre économie, qui sont étouffés par la financiarisation mondiale, la complicité européenne et la complaisance de nos élites. Vous savez, il y a tout un débat pour savoir si c'est l'Europe ou si c'est les dirigeants des pays européens. Eh bien, c'est les deux. On a vu la disparition de l'aérospatiale, avec le risque aujourd'hui de voir même Airbus démembré sous les coups des enquêtes anticorruption portées par la concurrence américaine, soutenue aimablement par la Commission européenne, Alstom absorbé par General Electric, qui avait promis de ne plus licencier et bien entendu licencie AGE Hydro, Lafarge absorbé par Holcim et Alcatel-Lucent par Nokia, qui lui aussi licencie. Que fait donc Emmanuel Macron dans ces conditions? Que fait donc Emmanuel Macron? Il souligne les dysfonctionnements de la zone euro et en même temps se soumet au respect absolu des 3% de déficit budgétaire pour plaire à l'Allemagne de Mme Merkel et de M. Schäuble. Il nomme autour de lui 3 libéraux de droite, je les appellerai 3 orléanistes. Bruno Le Maire, l'ami assez intime de Wolfgang Schäuble. Bruno Le Maire, de courir à Washington en se proclamant l'Hermès de Jupiter. Ce sont ses propres paroles. Hein. Pour assurer que la France modifie bien son code du travail, flexibilise les licenciements et abaisse sa barrière finale en faveur des riches, sa barrière fiscale en faveur des riches. Flat tax de 30% et toutes les facilités d'installation à Paris. Gérald Darmanin, au budget, se livre aux coupes claires et avec Amélie Verdier, directrice du budget, entreprend une réduction drastique des dépenses publiques. Avec Darmanin, Verdier, l'ancienne camarade de promotion à l'ENA de Macron, a reçu un par un dans son bureau Blanquer, Éducation nationale, Parly, les armées, et autres Le Drian, Affaires étrangères, pour bien montrer à chacun, comme à l'école, un petit film de 3 minutes, 3, web oblige, hein, mettant l'accent sur l'importance d'une gestion saine des comptes. Le Benjamin de l'austérité a vu tous ses collègues s'incliner, à l'exception, dit-on, de Jean-Michel Blanquer. Un conseiller de Bercy commente « Il faut sortir du mythe des coupes budgétaires qui ne font pas mal ».
Il faut sortir des coupes budgétaires qui ne font pas mal. Bel aveu du caractère sadomasochiste de l'exercice comptable. Bref, la France dit « Welcome à la City », « Welcome à la City de Londres ». Après Bruno Le Maire, communiquant un pli spécial signé Emmanuel Macron aux 6 principaux bancaires de Wall Street, le secrétaire d'État Benjamin Griveaux s'est rendu à Londres pour faire valoir aux banquiers anglais un graphique illustrant le nombre limité de jours de grève en France et les avantages de la flat tax de 30% dès l'an prochain, dès 2018, un coût et un droit du travail allégé pour les salaires élevés, et la baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% d'ici 2022. Et l'ouverture prochaine pour recevoir les chérubins de lycées internationaux à Paris. On ne sait pas si cela suffira, tant le concours de complaisance, solidarité européenne sans doute oblige, est ouvert avec Francfort et le Luxembourg. En tout cas, déjà HSBC, la Hong Kong Shanghai Banking Corporation, il y a quelques mois, la banque de tous les trafics s'est installée, elle, à Paris. À noter que les banques et les assurances ne paieront pas la dernière tranche de la taxe sur les salaires dans le cadre étendu à tous des rentrants en France de la City. Il est vrai que M. Le Maire, condamné dans son programme des primaires de droite, les abus des Français qui se rendent trop aux urgences dans les hôpitaux et proposé une amende de 40 € pour les usagers abusifs de l'open bar. Ça vous donne un sens de l'état d'esprit de ces gens. Quant à l'Europe, M. Schäuble est d'accord pour avancer, mais avec le mécanisme européen de stabilité au sein duquel l'Allemagne dispose d'un droit de veto. Et bien évidemment, contre le principe de solidarité européenne. C'est un système qui, peu à peu, fait remonter les choses vers un centre qui, le centre lui-même, quand il est atteint, se trouvera contaminé. Dans ce contexte, nos dirigeants politiques se battent. Pourquoi? Pour ce que François Hollande appelait « accommoder les restes », faute de projet et de sens de mission. Après le couscous gate du Front National, M. Philippot rencontre Nicolas Dupont-Aignan qui déclare, et ici je cite, « Maintenant qu'il y a une recomposition politique au centre, autour de Macron, il ne faut pas repartir chacun dans sa roue, il faut le couloir LR-Wauquiez, c'est la façon dont ils s'expriment, hein, j'ai de la peine à le dire, le couloir LR-Wauquiez, le couloir DLF Dupont-Aignan, le couloir FN-Le Pen. La plupart de nos électeurs partagent des valeurs, la nation, les frontières. Ils ont plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les séparent. On a 5 ans pour bâtir un programme commun de gouvernement alternatif à la catastrophe Macron. Si tout le monde repart séparé, la droite perdra ses élections. Donc, M. Dupont-Aignan précise bien sa position. Sous prétexte de ne pas laisser la France à M. Macron, voilà qu'on veut la confier à un carteron de petits chefs aussi mondialiste que M. Macron. Emmanuel Macron, lui, après avoir utilisé Marine Le Pen en faire-valoir de la présidentielle, cherche à faire jouer au trop clivant Jean-Luc Mélenchon le rôle de passe-assiette. Et celui-ci cherche à capturer le vote écolo en se répandant pour la sortie du nucléaire et une planification écologique. M. Macron cherche à imiter la méthode de François Mitterrand, que François Mitterrand utilisa avec Jean-Marie Le Pen, et Jean-Luc Mélenchon affirme et réaffirme son admiration pour le vieux François Mitterrand. Aucun ne sort, aucun ne se désenglue de son théâtre d'ombre. Le communiste Pierre Laurent dit pour sa part qu'il faut immédiatement stopper Mélenchon
Jamais le pays ne se rassemblera derrière lui. À quoi Mélenchon réplique: il y a une direction communiste en perdition absolue. Les syndicalistes sabotent la résistance par leur désunion, qui est comme celle des politiques. Au déverrouillage de la dictature financière et de notre politique internationale, il faut donc ajouter le déverrouillage de notre vie sociale et politique pour ouvrir un jeu qui reste aujourd'hui, en France, dans un entre-soi incestueux. Même des économistes modérés, mais conscients qu'il faut déclencher une relance, comme par exemple Jean Pisani-Ferry ou Philippe Martin, ont été mis à l'écart du pouvoir, à l'écart du premier cercle en tout cas. Emmanuel Macron déclarant: je suis le seul candidat pro-européen, c'est mon identité. Donc rien contre Bruxelles, rien contre Merkel, en fait du Hollande en plus austéritaire. Du Hollande en plus austéritaire, avec de la surenchère et une sauce de jeunisme souriant. Socialement, notre système, issu du Conseil national de la résistance et incarné par Ambroise Croizat et Pierre Laroque, reposait sur la conception républicaine que la loi est première. La loi est toujours première. La loi, c'est le peuple. C'est l'arme des faibles. La réforme du droit du travail entame la casse aujourd'hui. Le projet, non seulement conforme l'accord d'entreprise au détriment de la branche, et de la branche au détriment de la loi, mais il diminue la représentation salariale en créant un comité unique économique et social par entreprise, diminuant donc le nombre de salariés protégés et rognant toutes les formes spécifiques de protection, en particulier les protections vis-à-vis des femmes dans le monde du travail. Les domaines dans lesquels la branche l'emporte sont limitativement énumérés. Tous les autres sujets sont soumis à la primauté de l'entreprise. Énumérons la quasi-totalité des primes, le 13e mois, la prime d'ancienneté, la prime de panier, comme on l'appelle, soit de l'ordre de 20 à 25% des salaires, en masse, en moyenne. Les contrats de projet et de chantier, donc ex de chantier, sont désormais possibles partout, sous réserve d'un accord de branche, d'où, évidemment, le silence approbateur de Force ouvrière, ou en tout cas de Mailly, dont un successeur hier présumé, son successeur présumé, a intégré le cabinet de Muriel Pénicaud. Quand je dis rapport incestueux, nous voilà. La CFDT se trouve être le dindon plus ou moins consentant de la farce. Elle avait fixé 2 lignes rouges: le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, sans motif réel ni sérieux, et la possibilité qu'un employeur puisse convoquer un référendum d'entreprise. La première ligne rouge a été vite balayée. Le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif figure dans les ordonnances, et les entreprises pourront provisionner, donc, à 1 centime près, le coût exact de leur violation du droit, d'avance. On accrédite ainsi l'idée que l'on peut supprimer l'aléa judiciaire, il est vrai que par ailleurs on supprime l'aléa financier, qu'on peut supprimer l'aléa judiciaire, on efface le cas par cas, seuls étant exclus dans ce domaine les cas avérés d'abus sexuels, il faut bien faire avec l'air du temps, d'abus de droit judiciairement constatés et la protection des délégués. La hausse de 25% des indemnités légales, par ailleurs, a certes été obtenue, mais limitée à 10 ans, ce qu'on n'avait pas dit au départ. La seconde ligne rouge, franchie, est celle qui rend les syndicats pratiquement hors jeu pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le référendum d'entreprise pourra être organisé à l'initiative de l'employeur, comme il l'entend, dans les entreprises de moins de 10 salariés, où des accords collectifs
pourront être conclus avec des salariés qui ne sont mandatés ni par un syndicat, ni même élus par le personnel. Entre 10 et 50 salariés, l'employeur peut aussi élaborer son projet d'accord et demander ensuite au personnel de le ratifier. Pour les syndicats, en particulier pour la CFDT, qui cherchait à syndicaliser les PME, le coup est frontal. Le coup asséné est frontal. Les entreprises de moins de 50 salariés, représentant plus de la moitié des salariés du privé dans notre pays, c'est toute une partie de notre droit du travail qui se trouve ainsi brutalement détricotée. À noter encore que les ordonnances prévoient que les accords pourront être conclus au nom des nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. On peut tout mettre derrière cette formule. Concluons. Le salarié se trouve alors dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'employeur dans sa vie, une fois le contrat de travail signé. Pour rétablir l'équilibre, la solution historique est venue du syndicalisme. La liberté perdue au niveau individuel se retrouve ainsi au niveau collectif. En France, où le syndicalisme est faible, c'est le juge prud'homal qui joue ce rôle de contrepoids, en privant de l'un et de l'autre les salariés, en les privant du syndicat comme du juge dans les petites entreprises. Les ordonnances s'en prennent non seulement au principe de notre droit du travail, mais favorisent évidemment la partie patronale. On n'a pas travaillé sur l'excellence industrielle des plateformes, qui aurait bien plus favorisé les vraies entreprises productives. On n'a pas écouté les boîtes qui ne courent pas après les dividendes. On n'a pas travaillé sur les mobilités géographiques. On n'a pas pris en compte le capital humain des entreprises en l'incluant dans les bilans et des représentants du personnel dans le conseil d'administration comme en Allemagne. On a suivi le modèle anglo-saxon. Le modèle anglo-saxon et le modèle anglo-Macron. C'est très important pour comprendre tout le reste de la politique de ce gouvernement. À la tête de Business France pendant 3 ans, Muriel Pénicaud a croisé des cabinets d'avocats anglo-saxons. Elle a adopté leur discours caricatural sur le Code du travail français. En clair, cela signifie s'adapter à des intérêts visant à racheter des boîtes pour les revendre avec une plus-value à la découpe. Le contraire du modèle gagnant-gagnant. Un modèle ici, imposé par une voie libérale étatiste. Il s'agit bien d'un libéralisme étatiste qui démantèle autoritairement protection et contre-pouvoir. Les collectivités en général sont ainsi perçues comme des corps intermédiaires qu'on doit contourner, on doit faire le moins possible avec. Et tant pis pour elles si on supprime brutalement les emplois aidés et le revenu de la taxe d'habitation pour les collectivités locales, remplacé par une hypothétique dotation de l'État. Qui peut y croire lorsque les dotations de l'État sont réduites de 10 milliards, puis de 3 milliards de plus, pour atteindre une réduction de 13 milliards. Il manque donc bel et bien à Emmanuel Macron ce que certains ont appelé une conscience sociale. Mais pas seulement. Il déchire en même temps un tissu économique à partir d'un modèle, d'une idéologie étrangère. Étrangère, du moins, à la véritable société du développement et du capital humain. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, qu'il soit entouré des ex-DSK Boys, Benjamin Griveaux, Ismaël Emélien, Stanislas Guérini, Cédric O, les ex-petites mains de la campagne de Strauss-Kahn, et ajoutons aussi Sibeth Ndiaye. Elle était elle aussi avec Strauss-Kahn, celle que vous voyez là, la grande gueule. Tous convaincus que l'économie n'est pas administrable, ce qui veut dire en clair que des jeunes issus de l'ENA, ou maintenant des écoles de commerce, ont pour mission de démanteler le public au profit du privé. En plus clair encore, c'est un modèle de société si proche
de celui auquel Édouard Balladur, Alain Juppé, Alain Madelin, Gérard Longuet avaient rêvé en 1986, dopé maintenant par les mots équilibre, justice, responsabilité. Lorsqu'on vient d'en rire, il faudrait en pleurer. Ce que nous proposons, je vous présente ici deux mesures qui me paraissent essentielles. L'une sociale, un vrai compte personnel d'activité, permettant à chaque travailleur d'accéder à ses droits personnels, quels que soient les changements d'employeur ou de statut. Tous les travailleurs sont concernés sans distinction, qui concourent à la production de valeur, fonctionnaires, salariés du privé ou indépendants. Les droits individuels seront ainsi attachés à la personne, le CPA, le compte personnel d'activité, devant protéger tous les actifs et rétablir la sécurité économique et sociale de tous contre les abus en particulier des nouvelles plateformes. Vous savez, Uber, Airbnb, etc. Le droit au revenu, pendant toute une vie, tout au long d'une vie, le maintien d'une rémunération entre deux emplois, la progression de salaire, la progression de carrière et une formation qualifiante devant ainsi être garantie pour les travailleurs du XXIe siècle. Il s'agit ici de la protection au travail, de protéger pendant toute une vie, en tenant compte des changements fréquents d'emploi dans l'économie du futur, celle du numérique, de la robotique, de la 3D, de ce qu'on appelle l'NBIC, NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. L'économie qui vient. Il s'agit, je pense, en bref, dans notre idée, de réconcilier le meilleur du salariat, la protection sociale et la stabilité, avec le meilleur de l'âge d'or de l'artisanat, c'est-à-dire devenir acteur de sa vie professionnelle et personnelle. Le financement serait fondé sur le régime de répartition et reposerait d'une part sur une contribution sociale des employeurs, avec des taux modulés selon l'affectation des bénéfices de l'entreprise concernée, et d'autre part sur une part budgétisée complémentaire. Ce n'est pas du tout le système que prépare Emmanuel Macron, qui est même l'inverse, puisqu'il vise, avec des paroles bienveillantes, en fait, à une déstabilisation mutuelle assurée. L'autre mesure serait politique, avec un même but de personnaliser la relation, ici entre les électeurs et les candidats, pour mettre fin au verrouillage. D'une part, l'impression gratuite par l'État d'un bulletin de vote unique comportant tous les noms des candidats, l'électeur devant mettre une note devant celui de son choix. Le nom des candidats retenus serait fondé sur l'aptitude à réunir des signatures de présentation des citoyens, comme c'est le cas par exemple en Allemagne ou en Suisse. La notation irait de 0 à 20 pour chaque candidat, ce qui aboutirait à mieux refléter les réalités et les rapports et les nuances de conviction, plutôt que le concours de beauté actuel, aboutissant au vote utile par rejet. Et vous savez que 68% des électeurs qui ont voté pour Macron ont voté pour Macron par rejet des autres, du moins ils l'ont affirmé. Les deux candidats ayant réuni le plus de poids, le plus de points, seraient présents au second tour. Ce système éviterait à la fois les désavantages de notre système, de notre scrutin uninominal, qui est le concours de beauté, et de la proportionnelle, avec laquelle il est difficile de constituer une majorité. À noter que c'est le numérique qui doit permettre de multiplier les relations entre électeurs et élus et rendrait même possible le mandat représentatif révocable au moins une fois au cours de la législature. En matière politique et sociale, nous avons présenté beaucoup d'autres propositions, mais celles-ci nous paraissent à la fois les plus à même d'établir un rapport direct entre travailleurs-employeurs et électeurs-candidats dans la société des nouvelles technologies, ouvrant le jeu aux opinions et aux choix réels des citoyens, donc ouvrant le système pour le rendre plus juste. Bien évidemment,
les problèmes de financement de la vie politique et syndicale devraient être résolus par la création d'institutions financières ad hoc, sans quoi le jeu resterait entre les mains des grandes entreprises et des grandes banques, disposant des moyens de financement, comme on l'a vu lors de ces élections présidentielles. Et vous devez savoir que pour 400 000 € que j'ai dépensés, les autres, non seulement ont eu 10, 20, 30, 50, 100 fois plus de temps de parole, mais aussi plus d'argent. 400 000 €, c'est le coût d'une manifestation d'un grand candidat, que ce soit Macron, Marine Le Pen ou Mélenchon. Dans ce contexte de déverrouillage de la vie financière, de déverrouillage de notre politique internationale, de déverrouillage de notre vie politique et sociale, évidemment, le fondement, c'est le déverrouillage de notre vie culturelle. Parce que c'est là qu'on pourra refonder un choix éclairé et éduquer le caractère des citoyens et l'élever. Actuellement, les dépenses culturelles de l'État s'élèvent à 1,1% du produit intérieur brut et il faudrait arriver à au moins 2%, comme pour les armées. Jean-Pierre Elkabbach, quand il m'a interviewé, a dit 2%. Pour eux, la culture, c'est, comme le disait Sarkozy, à quelqu'un que je connais qui lui avait présenté un projet, « Mais qu'est-ce que ça me rapporte ? Mais qu'est-ce que ça me rapporte ?» Donc, une augmentation du budget, mais ce qui est essentiel par-delà le chiffre, c'est l'accès à tous, pour tous, et le contenu. Françoise Nyssen, la ministre, devra, mais avec quelles ressources, mettre en place un pass culturel pour chaque jeune qui fête ses 18 ans. Or, un chéquier culturel ne suffit en aucun cas à créer un appétit pour la culture. Le président de la République veut que les bibliothèques soient ouvertes le dimanche et en soirée. C'est une excellente et belle idée pour ceux qui travaillent pendant les heures d'ouverture actuelles et qui verraient ainsi un accès possible en dehors de leurs heures de travail. Mais, c'est comme pour tout le reste de ce gouvernement. La décision appartient aux maires, qui devront payer le surcoût. Coût, comme également, c'est le cas actuellement pour les activités périscolaires. Ces dernières activités périscolaires devant être sacrifiées, puisqu'on réduit les dotations aux communes, on voit mal qui financera les bibliothèques et ce qui surviendra pour elles. C'est toujours la question des moyens. On marche, mais sans moyens dans le panier. Par ailleurs, si on proclame la nécessité d'agir en faveur des exclus, on finance en même temps les grands spectacles, ce qu'on appelle les temples pharaoniques dans les milieux de la culture, comme le Festival officiel d'Avignon, avec d'énormes coûts et des arrangements entre amis et entre réseaux, ainsi qu'à un moindre degré, on finance le patrimoine. Mais on néglige tout ce qui est culture de la vie et de la découverte. On n'ouvre pas les musées de l'imaginaire que nous proposons pour 500 000 habitants, pour mettre à la disposition des citoyens les grandes réalisations de l'art. Pas de palais de la découverte par région comme nous le proposons. Pas d'audiovisuel pour redonner l'art et la science au peuple. La première émotion artistique, pour la majorité des gens, n'est pas survenue au Louvre, à la Comédie Française ou au Musée des Arts Premiers Jacques Chirac. Elle a surgi, le plus souvent, grâce à la culture des familles, secrétant les inégalités sociales. C'est donc à l'école, dans son cursus, dès le primaire, qu'il faut redonner l'art et la science au peuple. C'est notre projet, c'est notre premier engagement. Le second est de redonner vie au très riche réseau d'éducation culturelle mis en place dans les années 1960 et 1970, dans les villes moyennes et petites, dans les banlieues, dans les zones rurales, les maisons de jeunes et la culture, les assos, les ciné-clubs, les troupes locales, etc. La pratique en amateur, coordonnée avec celle de l'école,
doit être la priorité de l'État et des collectivités, jusqu'aux prisons, où le théâtre, la culture et la lecture, on en est au 1000e inscrit dans le groupe qui s'occupe de la lecture aux prisons, permettra la réhabilitation et éviter les récidives comme c'est le cas aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation ne doit plus rayer des actions et le ministère de la Culture dire dédaigneusement que cette culture-là que je mentionne n'est pas son rôle. La politique ne doit plus être la politique culturelle ne doit plus être au service des gens, comme c'est le cas aujourd'hui, des gens les plus âgés, aisés, éduqués, résidant dans les principales métropoles, mais la culture doit être au service de tous et de l'avenir, et au service du réaménagement des territoires, y compris, et je dirais même surtout, dans l'outre-mer. Déverrouiller aussi la justice, avec une aide juridictionnelle digne de ce nom, dont le montant doit être doublé et même quadruplé pour atteindre celui au moins de la Grande-Bretagne. C'est dans les conditions de ce déverrouillage que nous retrouverons notre raison d'être, notre confiance en nous-mêmes, qui sera fondée sur les 5 sécurités que j'ai mentionnées pendant ma campagne. La sécurité nationale, avec notre souveraineté monétaire retrouvée, la sécurité sociale, avec le remboursement à 100% des soins au sein d'une sécurité sociale universelle rétablie et avec une hausse des salaires en fonction de la croissance de la production pour stimuler à la fois les investissements des entreprises dans les secteurs de pointe et permettre une hausse de la consommation qui entraîne à son tour le développement économique. Sécurité de l'emploi, avec une qualification permanente dans les technologies du futur, en s'appuyant sur le compte personnel d'activité que je viens de mentionner. Sécurité de l'éducation, en accompagnant une immersion dans ce que la pensée et l'activité humaine ont toujours produit de meilleur au monde, depuis la préhistoire jusqu'à l'exploration spatiale et le chant choral, en mettant la main à la pâte, car si on n'est pas actif et si on procède sur texte, on ne découvre rien et au contraire. Et la sécurité culturelle en inspirant, pas en débitant des formules, ou, comme c'est le cas en France, en articulant des connivences. Voici donc les piliers de notre futur et le sens de notre combat. Encore faut-il 2 choses. La première est de relever le défi des technologies du futur. Le rapport NUBIC, commandité par la National Science Foundation et le Department of Commerce américain, date de 2002. Le Conseil européen de Lisbonne, tenu en 2000, s'était engagé pour une société de la connaissance. Depuis, dans l'Europe des financiers et des bureaucrates, nous avons sommeillé avec un sommeil de la raison qui risque, comme le savait Goya, d'engendrer des monstres. Pour une présidentielle sous le signe d'Enbic, nous disait-on en 2016, on n'a pas vu venir grand-chose, et encore moins sur les énergies du futur, sur la fusion thermonucléaire contrôlée. Et lorsque j'ai voulu en parler, on m'a dit « ce n'est pas le sujet d'une présidentielle ». Étrange conception d'une présidentielle. Et pourtant, devant nous, dans tous les domaines, tout peut changer pour le mieux. Les tâches répétitives assurées par les robots et les cobots, les robots assistants, comme la construction de maisons individuelles en 3D, bientôt sur mesure, comme j'ai vu à Nantes, on associe un dispositif Fenwick avec le bras télescopique d'un robot et la maison se construit, et elle peut même être construite bientôt sur mesure. Le bouleversement de la vie des cols bleus, mais aussi des cols blancs maintenant, avec les technologies nouvelles d'assistance pour la chirurgie, les professions juridiques et médicales, le journalisme. Vous savez que le journalisme financier est fait déjà en grande partie par des robots, parce que c'est le journalisme financier, bien sûr, celui des algorithmes. Et puis l'exploration, évidemment, de l'espace et des fonds marins. Si le défi n'est pas relevé, le risque est grand de voir se constituer au contraire une société inégalitaire, on a dit la plus inégalitaire de l'histoire, de sachants et de possédants, comme le décrit Yuval Noah Hariri
dans son Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, qui est le livre favori. Quelle distinction a fait déjà Saint-Insoumis entre les élites et l'oligarchie, qui est le livre favori de l'oligarchie, aujourd'hui intellectuelle et financière. Augmentation de la durée de la vie réservée à une élite, nous dit-on, division de l'humanité en castes biologiques, concentration du pouvoir politique entre les mains d'une minuscule élite qui contrôlera les tout-puissants algorithmes. On nous décrit cela comme un mal, mais pratiquement comme un mal fatal. Le défi politique est donc de reprendre la main sur les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Apple, Microsoft, les GAFAM associés à Wall Street et à la City, et dont en France, en ce qui concerne Microsoft, on s'est assuré les services partout dans notre administration, nous mettant sous leur dépendance. Ce ne sont que les gendarmes qui ont refusé. C'est intéressant. Donc, il nous faut nous battre pour éviter le pire et assurer le meilleur. Yuval Noah Harari, me direz-vous, est peut-être un prophète isolé, peut-être un peu déséquilibré. Peut-être. Mais il a été reçu le 11 septembre à l'Élysée pour un dîner privé avec Xavier Niel et Delphine Arnault, qui est sa compagne et la fille de Bernard Arnault. C'est le mariage, là, de Vuitton et de l'intelligence artificielle. Évidemment, Hariri est le favori de Barack Obama et de Bill Gates. Et vous avez aussi dans ce groupe Peter Thiel, qui est le conseiller privé de Trump, et Mark Zuckerberg, qui songe à la présidence américaine pour être un Macron 4.0, 5.0, et peut-être davantage. Il est très démocrate, par ailleurs. L'hypocrisie qui règne dans ces milieux est quelque chose d'incommensurable. Nous y sommes, et tout projet politique doit viser à en sortir par le haut. Il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Enfin et surtout, dans le contexte d'un monde meilleur, avec des projets technologiques devenant au contraire multiplicateurs d'emplois, il faut organiser la société avec le sens collectif que je viens de tenter de développer ici, confiant que l'automatisation des tâches entraîne des gains de productivité qui permettront de faire baisser les prix des produits, attirant de nouveaux consommateurs et développant l'activité, ce qui générera l'ouverture de nouvelles usines, de nouveaux magasins, de nouvelles unités du futur, qui ne ressembleront pas à celles du passé. Plus fondamentalement, la vraie définition de la science, c'est qu'elle est l'étude de la beauté du monde. Nous retrouvons la culture, et de rendre ce monde meilleur pour tous nos semblables. Nous retrouvons la morale humaniste, la vraie, pas celle qui règne dans l'hypocrisie mutuelle assurée. Et nous retrouvons aussi l'identité de la France, qui est d'alimenter toutes les sources de la création par de grands projets. Pour finir, redonner à la France un grand dessin maritime. Karel Verreken nous en parlera cet après-midi. Nous avons le deuxième espace maritime au monde, 11 000 km². Cela signifie redonner vie à nos ports, et d'abord Le Havre et Marseille, l'axe Le Havre-Rouen-Paris, ADOPA, faisant de Paris un port de mer, c'est comme ça qu'il faut le concevoir, et du Havre, l'ouverture vers l'Asie. Le campus Asie de Sciences Po est déjà installé au Havre. Et de Marseille, l'ouverture vers la Méditerranée et l'Afrique. Et de la Réunion, l'étape de la route chinoise vers l'Afrique, avec Mayotte, sa voisine. Et de Cayenne, un grand port de l'Amérique latine, en valorisant enfin Kourou pour toute la Guyane. Nous avons le deuxième armateur du monde, le groupe CMA-CGM. Nous avons la COMEX, qui est le leader de l'ingénierie sous-marine, très important pour la recherche dans le futur des nodules polymétalliques. Nous avons Ifremer, qui est ce qui se fait de plus haut niveau sur la mer et l'océan dans le monde. Nous disposons des moyens de promouvoir une économie bleue, respectant les ressources halieutiques, ne pillant plus la mer,
et d'entreprendre l'élimination des 5 continents de déchets plastiques qui sont un vrai et terrible risque écologique. Nous disposons de bactéries déjà qui pourront réduire les plastiques. Karel vous en parlera sans doute cet après-midi. Redonner à la France une grande politique spatiale avec des objectifs bien plus ambitieux que la commerciale Ariane 6, utile, hein, mais très limitée. En coopération avec d'autres, il y a l'exploration du système solaire, la mise en valeur de la Lune, la détection des exoplanètes, en allant chercher la coopération et l'entente jusqu'en Chine et jusqu'à Vostochny, le nouveau centre russe. À l'élimination des déchets plastiques de la mer correspond le nettoyage des débris dans l'espace, ces débris qui sont sur les orbites terrestres et qui sont une menace grave pour l'avenir. Redonner à la France sa place en Afrique, ni France-Afrique, ni abandon, mais partenariat entre égaux, hors du malthusianisme étouffant du franc CFA, sortant du franc CFA, avec une souveraineté monétaire retrouvée de part et d'autre. Ni euro, ni franc CFA, des accords pour le développement mutuel avec des monnaies de référence ou des références communes, mais liées à de grands projets, liées au développement économique de façon systémique et systématique, comme ils disent. Et là aussi, une entente stratégique avec la Chine. Nous devons à la fois développer l'Afrique pour que les Africains y trouvent les emplois engendrés par le développement et recevoir chez nous en Europe, de manière organisée, les migrants, pas seulement en parole, comme le fait Emmanuel Macron, recevoir chez nous de manière organisée les migrants politiques et économiques, on ne peut plus très bien les distinguer aujourd'hui, dans le cadre d'un grand ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration, organisant l'accueil par secteur au fur et à mesure de notre développement et en s'entendant systématiquement avec les pays africains d'origine. Voilà les grands projets devant nous. La mer, l'espace, l'Afrique. Mettant les nouvelles technologies, celles d'une BIC, au service de ce qui est physique, au service de l'espace, aux espaces physiques, assurant leur mise en œuvre en les couplant aux espaces physiques et en ne les utilisant pas comme un instrument de domination. Sans ce lien entre technologie et économie réelle, physique, la sanction peut être très vite ce qu'ils appellent une guerre cognitive et cybernétique, désastreuse, un statut de vassalisation, et puis, sans doute, la guerre tout court. Elle menace, il ne faut pas s'en cacher. Nous devons pour cela renouer avec l'héroïsme politique, celui de notre histoire nationale, comme le dit Emmanuel Macron, au sein d'une Europe désormais tournée vers l'avenir et vers les peuples. Très bien. Cependant, cela reste un mensonge et une illusion absolue, et une tromperie, si nous n'affrontons pas les forces financières et culturelles qui occupent la France. Si nous sommes dans la collaboration avec elles, c'est une tromperie, comme nous avons vu souvent dans notre histoire, hélas. On ne peut mener de politique contre l'austérité sociale destructrice, ni de réelle stratégie d'indépendance nationale, qu'en rompant avec ces chaînes, pas pour le plaisir de rompre, mais pour construire du meilleur. C'est cet héroïsme calme et déterminé, mobilisant les forces vives de notre pays, sa culture historique, que nous devons partager dans l'action. Pierre Mendès France, évoqué comme De Gaulle, souvent à tort et à raison, et plus souvent à tort, Pierre Mendès France disait « La République doit se construire sans cesse, car nous la concevons éternellement révolutionnaire », pas la révolution au sens de Macron, à l'encontre de l'inégalité, de l'oppression, de la misère, de la routine, des préjugés, éternellement inachevés, tant qu'il reste des progrès à accomplir. C'est Pierre Mendès France, 7 mois et 17 jours, mentionnant son 18 juin, celui de 1954. Maintenant, Charles de Gaulle, lui aussi cité à tort et à travers, eh bien, je reprends son discours de Constantine, qui me paraît tout à fait d'actualité, sauf qu'il y mentionne l'Empire français, c'est le seul élément qui ne le soit plus, heureusement, son discours de Constantine du 12 décembre 1943. Voilà ce qu'il disait, en pleine guerre, hein, après son 18 juin, le sien.
Je dis bien en tirer les leçons, car si la nation française n'entrevoyait sa libération que comme le moyen de redevenir, sans y changer rien, ce qu'elle était avant le drame, s'il ne s'agissait, pour ses fils et ses filles, que de retrouver intacts leurs biens et leurs habitudes, s'il n'était question pour le pays que de reprendre telles quelles les données du jeu d'avant-guerre, pratiques politiques, conjoncture extérieure, régime social, bref, si dans un monde que tout pousse à se transformer, la France devait, pour la première fois depuis qu'elle est la France, prétendre demeurer figée dans son passé, alors il serait inutile de parler de redressement. Notre pays, une fois éteints les lampions et enroulés les drapeaux de la victoire, pas cocardillé, n'aurait plus qu'à parcourir les étapes de la décadence. Mais rien n'est plus éloigné de ce rêve et de ce que veut la France, refondue au creuset des douleurs. Qu'il s'agisse de ses institutions, de son activité économique, des conditions de vie de ses enfants, de ses rapports avec les autres peuples, du développement de son empire. Les voies qu'elle entend suivre ne sont pas celles d'une routine paresseuse, mais bien celles du renouveau. Or, si après cette guerre, dont l'enjeu est la condition humaine, comme aujourd'hui l'enjeu, et c'est tout ce que je vous ai dit ce soir, est la condition humaine. Or, si après cette guerre, dont l'enjeu est la condition humaine, chaque nation aura l'obligation d'instaurer au-dedans d'elle-même un plus juste équilibre entre tous ses enfants, des devoirs plus vastes encore s'imposent aux pays qui, comme le nôtre, se sont depuis l'âge des grandes découvertes associés d'autres peuples et d'autres races. Donc, je dirais aujourd'hui, ne négligeons pas la conscience politique des Français. Il existe en France un vaste parti qui ne se reconnaît pas. Et parlons du peuple, ce vaste parti existe. Il a voté non au référendum de 2005. Il repousse les partis établis en 2017. Il est en recherche, et ce n'est pas en marchant vers Emmanuel Macron et Édouard Philippe qu'il trouvera sa solution. Nous devons lui répondre. Ce peuple nous attend. Ne restons pas nous-mêmes figés dans le passé, ou pire encore, accros aux distractions réductrices du futur. Et alors oui, nous irons de l'avant pour de bon. Je voudrais ici rappeler, pour finir, les couplets 12 et 15 de notre Marseillaise, qui sont bien peu connus. Vous savez, on a mis « Formez vos bataillons » dans notre programme, vous l'avez vu. Ben voilà les couplets 12 et 15. Je cite 4 vers de chacun d'entre eux. Un projet plus grand et plus sage nous engage dans les combats, et le Français n'arme son bras que pour détruire l'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage, il est culturel, il est financier, il est monétaire. Soyons unis, tout est possible, nos vils ennemis tomberont, alors les Français cesseront de chanter ce refrain terrible. Donc cela, on ne le dit pas, généralement. C'est cette paix par le développement mutuel qui est notre cause, qui est notre avenir, comme elle est également celle de l'humanité, bien sûr. Mais elle exige aujourd'hui notre combat à tous. Car c'est dans un combat qu'on retrouve l'estime de soi et la capacité de convaincre. Avec chaque jour, un peu plus, sans cela la flamme s'éteint. Le reste n'est que rêverie du promeneur ou n'est que rêverie du gamer solitaire. Merci.